Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier. Il y a des gens qui sont à distance, alors je salue les gens, je ne sais pas combien de gens qui sont là, mais on vous salue, bienvenue avec nous. Dans la salle, il y a 4 participants, alors des valeureux qui ont décidé de rester malgré le mauvais temps. Alors, vous pouvez être fiers de vous, bravo, félicitations. On va donc, je ne sais pas combien, est-ce que Jean-Christophe, on a combien de gens avec nous à distance? 3 groupes de personnes? OK, très bien. Alors, bonjour, bienvenue aux gens qui sont à distance avec nous. Bienvenue. Si vous voulez suivre si vous avez un appareil numérique avec vous, même si vous voulez conserver ou revenir sur ce qu'on a fait par la suite, je vous invite à prendre en note l'adresse de la présentation. Donc, vous avez devant vous monurl.ca JPNFP18. Donc, monurl.ca JPNFP18. Donc, ça vous permettra, si vous voulez revenir sur les contenus, je présente des ressources, vous aurez les liens, vous aurez accès à tout ce que je vous aurai présenté aujourd'hui. Alors, ça va être, on va commencer tout de suite. Excusez, ma manette vient de s'activer. Et on va regarder tout de suite quelques images pour nous mettre dans le bain. On parle de développer la citoyenneté dans un contexte où, entre autres, il y a les médias sociaux, puis on ne sait pas tout le temps comment ils fonctionnent. Alors, on va s'intéresser à ça aujourd'hui, notamment à ces éléments-là. Alors, je démarre les images qu'on a devant nous. Ces images que vous voyez ici, hein, on est à l'ère des fake news. Hein, on a même notre président des États-Unis, il fait référence. Même les journalistes ont besoin de faire des effets spéciaux pour attirer l'attention, de travailler à la manière des médias sociaux, du temps réel. On utilise nos cellulaires, des cellulaires qui ont une très grande variété, qui ont toutes des caméras. Et ces appareils avec des caméras, on les retrouve partout, ces caméras. Il y a même des caméras 360, des caméras qu'on trouve dans les lunettes, donc, et qui se retrouvent, qu'on a parfois le sentiment que nos contenus, nos données peuvent se retrouver n'importe où et notre vie privée, on la sent parfois menacée. Tout ça est grâce à l'info nuagique. L'info nuagique, en fait, ce sont des gros centres de données qui sont un peu partout à travers le monde, puis on ne sait pas trop comment tout ça fonctionne, qu'est-ce qui arrive avec nos données. On ne sait pas non plus qu'est-ce qui va arriver. Tout ça, ça crée des tonnes et des milliards de données qui sont gérées par quelques entreprises dont ils ont le contrôle sur les algorithmes, dont on ne connaît pas la recette, des codes qui parfois nous sont inaccessibles. L'intelligence artificielle se nourrit de tout ça, mais on ne sait pas toujours la reconnaître. Est-ce qu'on sait toujours si elle est là, présente dans nos vies? C'est toujours un mystère, mais ça vient contrôler nos vies, ça vient réguler nos vies à travers toutes sortes de manifestations, de phénomènes. Ça joue sur notre sentiment de sécurité. Parfois, souvent aussi, on a l'impression que ces éléments-là, on se demande souvent en éducation comment former nos jeunes, préparer nos jeunes. Ma présentation a été avec des images du secteur des jeunes, mais c'est vrai aussi à la formation professionnelle. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réfléchir, de faire un portrait de cette ère du numérique, puis de se questionner sur c'est quoi ces éléments cachés que parfois on ne comprend pas, mais qui sont agissants dans nos vies au quotidien, tous les jours. Tout au long de ma présentation, si vous avez des questions à poser, vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Jean-Christophe, s'il y a des gens à distance qui écrivent des questions dans le chat, tu me les relais, ça me fera plaisir de répondre au fur et à mesure. On peut m'arrêter. OK? C'est bien. Donc, les gens à distance, n'hésitez pas. Vous avez des choses à nous dire, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir d'interagir avec vous. Donc, je vous parle d'un concept qu'on voit naître depuis quelques années. En fait, on parle souvent de citoyenneté numérique. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça, de gens qui parlent de citoyenneté numérique, comme si la citoyenneté numérique était une chose distincte de la citoyenneté tout court. Hein? Alors que dans la vraie vie, ben, on est toujours la même personne. On n'a pas deux citoyennetés, on vit toujours une seule et même personne. Cette citoyenneté, elle s'exprime, elle, par contre, à l'ère du numérique. Et l'ère du numérique vient agir dans nos vies, même si on fait le choix de ne pas utiliser les technologies numériques, elles sont omniprésentes quand même, puis elles ont des impacts sur nos vies. Comment faire pour prendre le contrôle, puis se donner du pouvoir d'action par rapport à ça, mais comment aussi accompagner nos jeunes, les jeunes, parce que la plupart ce sont des jeunes, mais il y a aussi des adultes, accompagner les gens que l'on forme, puis peut-être même nous aussi nous y préparer, parce que souvent, c'est un défi pour nous aussi. Donc, peut-être essayer d'abord de comprendre mieux c'est quoi l'ère du numérique en question. L'ère du numérique, c'est aussi une réalité qui fait en sorte qu'on a, par exemple, beaucoup de, je dirais pas, beaucoup de manifestations qui se passent à travers
du multimédia. Ce que vous voyez ici, c'est une image, je vais vous la faire jouer un petit bout, du moins. Et c'est une diffusion en direct qui a eu lieu pendant une course avec des élèves du primaire à la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Excusez, je vais juste... Bonjour, bienvenue. Alors, je vous invite à regarder les élèves, et à regarder comment ils sont dans cette vidéo. C'est juste de la musique. Qu'est-ce que vous avez observé des élèves à travers cette vidéo qu'on vient de voir? Je vais passer à la diapo suivante, c'est une image de la même chose. Qu'est-ce que vous avez observé des élèves dans cette vidéo? Ils étaient contents. OK. Autre chose que vous avez observé des élèves? Ils font des coucous à la caméra, hein? Ils ont comme une certaine aisance devant la caméra. OK. Autre chose que vous avez pu remarquer? Qui a diffusé ça, selon vous? Un parent ou un élève? D'accord? Non? C'est moi. C'est moi qui ai fait cette diffusion-là, que vous avez vue là. Ces images-là, c'est moi qui ai fait une diffusion d'un événement qui avait lieu dans notre commission scolaire. Donc, je les ai fait avec mon téléphone cellulaire ou avec mon iPad que j'avais, selon si j'avais du Wi-Fi ou pas, donc près du chalet ou pas. Donc, quand je m'éloignais, je prenais mon téléphone et mes données. Mais en fait, aujourd'hui, on est capable donc de diffuser en temps réel. Et est-ce qu'il y avait seulement des élèves derrière la caméra ou est-ce qu'il y avait des élèves ailleurs, selon vous? Où ils étaient, ces autres élèves-là? Le texte qu'on voyait, c'est qui, ça? Il y avait des élèves en classe avec leur enseignant qui diffusaient, qui connectaient, par exemple, l'application à leur iPad et qui étaient capables d'interagir avec nous avec du texte. Et donc, je recevais leurs commentaires, je pouvais relayer leurs commentaires, mais aussi, eux, ils pouvaient voir parce qu'ils connectaient leur appareil à leur TNI dans leur classe. Donc, on voyait dans la classe le départ des courses et les élèves pouvaient commenter. Donc, on a eu dans les fois où on a fait ça, dans le meilleur, on a eu peut-être jusqu'à 300 écoutes en temps réel. Et dans ce cas-ci, il y avait plusieurs, c'était des classes complètes. Donc, c'est peut-être quelques milliers d'élèves ou de personnes. Mais il y avait aussi des parents. Il y avait aussi des gens, parce que c'était public, c'était ouvert. Il y avait des gens d'ailleurs sur la planète qui sont venus commenter, qui sont venus nous dire « Non, mais ce que vous faites, c'est donc bien, wow, nous, on ne connaît pas ça, on n'a rien de ça chez nous. C'est quoi au juste? Qu'est-ce que vous faites? » Et qui posaient des questions, qui s'intéressaient à ce qu'on faisait. Et ça a permis aussi aux élèves qui étaient sur place par la suite de pouvoir se revoir après, de voir les commentaires que les autres avaient faits, donc de revoir les départs des courses. Donc, quel impact ça a eu sur les élèves, selon vous? Stimulant, OK. Ça les motive, oui, effectivement. Sentiment d'appartenance, absolument. Ceux qui se regardaient pouvaient être fiers d'eux. On dit motivation, hein, ça a donné le goût à des élèves, entre autres, de vouloir, eux, être sur place la prochaine fois, donc de vouloir être de l'activité. Donc, cet impact-là, ça a eu cet impact-là sur les élèves, ce sentiment-là. Une des choses qui m'a touché beaucoup, ça avait lieu un vendredi. Le samedi matin, j'arrive dans mon courriel, je vois un parent qui m'écrit. Moi, je suis conseiller pédagogique. Donc, mon nom, c'est Benoît Petit. Je travaille au Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Donc, moi, j'ai un mandat national, donc je travaille, mais des fois, je collabore à des projets. Alors, j'étais là pour diffuser cet événement-là, faire connaître cet événement-là, aussi puis pouvoir expérimenter un outil du numérique parmi les médias sociaux qui permet d'interagir avec des parents, des enfants, des élèves dans les classes par rapport à un événement qui s'est passé. Alors, au moment où moi j'ai fait cette diffusion-là, on avait donc plein de gens qui nous écoutaient. Mais le samedi matin, je reçois un courriel d'un parent. Moi, je suis conseiller pédagogique. J'ai jamais de parents qui m'écrivent, qui m'appellent. Là, j'ai un parent qui m'écrit, qui me dit « Merci, Monsieur Petit,
Mon fils attendait cet événement avec impatience, mais moi, nous, on est à Saint-Hyacinthe, la commission scolaire où je suis, mais la dame m'écrit, mais j'étais à Rimouski ce jour-là, merci, grâce à vous, j'ai pu assister au départ de la course de mon fils. Elle était très touchée. Je vous raconte, j'en ai des frissons. Donc, ça a été très touchant. Le numérique, ça permet des choses extraordinaires. Sauf que parfois, on a parfois le sentiment qu'on ne contrôle pas ce qui se passe, puis on n'est pas toujours conscient, ou on a des fois l'impression qu'on ne sait pas quel est l'impact réel de ce qu'on fait. Ça va être quoi l'impact de tout ce qu'on a fait cette journée-là? Et c'est ce côté-là qui, parfois, on a peut-être besoin de développer nos connaissances ou nos compétences à mieux comprendre le numérique et mieux le gérer dans nos vies. Donc, je vais vous parler de d'autres éléments, de phénomènes. Je vais revenir sur certaines photos qu'on a vues en rafale dans l'ouverture, parce que c'est un peu essoufflant, mais c'est un peu ça nos vies. Hein. À l'ère du numérique, des fois, on a l'impression qu'on est bombardé de phénomènes qui sont autour de nous. Hein, ce phénomène-là qu'on voit, ça fait partie de notre culture. Hein. Maintenant, les appareils mobiles sont omniprésents dans nos vies. On les voit partout, ils sont dans nos poches, ils nous vibrent. Oui, M. Ronald? Oui. Oui, vous êtes sur LinkedIn? Oui, vous avez des gens d'Angleterre? Ah oui. Oui, donc, je vous arrête, je vous répète juste pour les gens qui sont à distance. Monsieur nous raconte qu'il y a un compte LinkedIn, un service média social professionnel, et il y a des gens d'Angleterre qui le contactent lui pour avoir de l'information sur sa commission scolaire. Oui, en Belgique. Ah bon, d'accord. Mhm. Oui. Mhm. Ah oui, oui. Voir ça. Donc, ce que nous disait Ronald, c'est que dans le fond, il y a des gens qui interagissent avec lui, mais on ne sait pas toujours si les interactions sont véridiques ou pas, si les gens ils nous parlent, ce qu'ils nous disent, c'est réel. Mais on a quand même aujourd'hui, grâce à des outils de recherche très puissants, la possibilité de vérifier. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a toujours le réflexe de vérifier? Mais souvent, on a l'impression qu'on ne contrôle pas tout, mais on a peut-être beaucoup plus d'outils qu'on en a réels pour vérifier l'information, mais il s'agit de prendre le temps de le faire. Hein? On a allé vérifier le nom de la personne, le lieu, l'adresse et tout, pour se rendre compte que ce n'était pas de l'information qui était véridique. Donc, ça, c'est peut-être très intéressant comme témoignage. Merci beaucoup. Donc, si je reviens à ce dont je vous parlais, l'ère du numérique, on parlait des médias sociaux, c'est très présent dans nos vies. Hein? J'ai l'année passée au Sommet du numérique. Est-ce que vous connaissez le Sommet du numérique en éducation? C'est organisé, ça s'appelait avant le Sommet de l'iPad et du numérique en éducation. C'est organisé une fois par année à Montréal. C'est un colloque international qui vise à partager les éléments du numérique en lien avec l'éducation. Donc, je vous invite à vous intéresser à cet événement-là. Au sommet du numérique en éducation, l'année passée, j'animais un atelier qui s'appelait justement La face cachée des médias sociaux. Et dans la salle, il y avait des jeunes, des adolescents qui étaient là parce qu'eux faisaient aussi une présentation dans un autre atelier. Et il y avait des adultes. Et là, j'ai décidé de faire un genre de jeu quiz où je posais une question aux jeunes et une question aux adultes, puis je comparais les réponses des jeunes. Alors, je vais vous présenter ce qu'on a eu comme élément, comme réponse. Alors, par rapport à l'image que vous voyez précédemment, les médias sociaux qui sont ici, on a demandé aux jeunes de nous dire, de répondre à la question suivante. On leur demandait de dire, parmi la liste des 4 médias sociaux suivants, lequel n'apparaît pas dans cette liste d'images-là. Alors donc, on a demandé la réponse, et là, on s'est rendu compte que le taux d'erreur chez les jeunes était beaucoup moins élevé que chez les adultes, parce qu'évidemment, je parlais de médias sociaux, donc Reddit, WhatsApp, Twitch et Ask, ce sont pour la plupart des médias sociaux que les adultes ne connaissent pas, mais que beaucoup de jeunes connaissent. Hein?
Et donc, on s'est rendu compte de ça. Et en plus de ça, il y a un jeune qui m'a dit, oui, mais monsieur, c'est pas juste parce que nous, on avait une erreur. Twitch, ça n'existe pas. C'est Twitch le vrai nom. Alors, lui, il a même pu remarquer qu'il y avait une erreur de frappe dans mon sondage et il l'a noté. Alors, voyez-vous l'acuité de ces jeunes-là qui connaissent ça, parce qu'évidemment, eux, ce sont des outils qu'ils utilisent. Hein? Est-ce que vous connaissez Twitch? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi Twitch? Alors, vous parlerez à vos étudiants, ils vont presque tous connaître Twitch, je vous le dis, parce que Twitch, c'est un outil de diffusion en ligne, donc de la web diffusion, un peu comme on fait avec VIA aujourd'hui, mais c'est un outil qui est dédié en fait, beaucoup de joueurs, de gamers en ligne utilisent ça pour diffuser leurs parties de jeu. Donc, les gens qui sont rendus des experts. Et en diffusant, ils peuvent avoir jusqu'à parfois 1 million de personnes qui regardent en temps réel. Voyez-vous, nous autres, on a 3 groupes de personnes qui nous regardent. Là, imaginez, il y a 1 million de personnes qui regardent le match de jeux vidéo que le jeune est en train de faire en ligne. Et donc, cette diffusion-là lui rapporte des revenus. Et les jeunes qui vont regarder ça, pour eux, c'est aussi intéressant qu'un amateur de football qui regarde un match de soccer ou un amateur de hockey qui regarde un match de hockey. C'est comme si on regarde des pros à l'action. Et donc, c'est un outil qui est très populaire chez les jeunes. Vous verrez, si vous demandez à vos jeunes, connais-tu Twitch? Je suis à peu près certain qu'ils vont presque tous connaître Twitch. Mais les adultes, la plupart d'entre nous, à moins qu'on ait des ados, on ne sait pas ce que c'est. D'accord? Donc, c'est pour montrer que les espaces, ils sont nombreux, mais c'est parce qu'ils ont des fonctions dédiées. Nos jeunes sont souvent sur des espaces où il n'y a pas d'adultes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être entre eux. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que les jeunes ne sont plus sur Facebook. Oui, ils sont encore sur Facebook, mais ils font juste écrire sur Facebook ce que leurs parents veulent voir. Okay? Ou ce qu'eux, ils pensent que leurs parents veulent voir. Alors, ils vont ailleurs pour se parler d'autres choses. Ils vont sur Snapchat, ils vont sur Instagram ou d'autres choses. Même Instagram, c'est rendu trop adulte maintenant. Snap, c'est mieux. Donc, ça fait partie des phénomènes qu'on observe aujourd'hui à l'ère du numérique. Tout ça est possible grâce à l'info nuagique. Encore là, j'ai posé une question aux jeunes. Selon vous, quelle définition définit le mieux l'info nuagique? Et j'ai demandé aux adultes, selon vous, qu'est-ce que les jeunes vont choisir? Et non pas, selon vous, c'est quoi la définition, mais selon, est-ce que vous connaissez bien vos jeunes? C'est quand même assez intéressant et rassurant de voir que nos adultes ont bien deviné ce que leurs jeunes auraient pensé, hein, de c'est quoi l'info nuagique. En fait, dans toutes ces réponses, est-ce que ce sont toutes des bonnes ou des mauvaises réponses? Est-ce qu'il y en a une bonne ou est-ce qu'il y a une mauvaise là-dedans, selon vous? OK, c'est sûr que ce n'est pas dans le ciel quelque part. Hein? Même si on parle de l'info nuagique, ce n'est pas dans le ciel quelque part. D'accord? Il y a peut-être cette réponse-là qui n'était vraiment pas la bonne, mais pour le reste, hein, il n'y a pas une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Ça dépend de la perception qu'on en a, puis comment on comprend, puis comment on nomme les choses. En passant, est-ce que vous faites ça des questionnaires avec vos étudiants des fois pour vérifier s'ils savent des choses? Oui? Bien, remarquez dans le questionnaire que j'ai fait, c'est vraiment très intéressant en termes de stratégie, hein, parce qu'au lieu de donner des choix qui sont des bonnes ou des mauvaises réponses, on pourrait toutes mettre des réponses qui sont ni complètement vraies, ni complètement fausses. Et là, ça oblige à réfléchir beaucoup plus. Parce que là, je ne cherche pas juste la bonne, je suis obligé de me positionner sur une affaire, mais non, c'est pas tout à fait ça que je veux dire, c'est pas tout à fait ça. Et là, cognitivement, c'est beaucoup plus riche ce qui se passe dans la tête des personnes. Et en termes de stratégie métacognitive pour apprendre, c'est beaucoup plus riche. Donc, très intéressant. Donc, si je poursuis, l'info nuagique, hein, ce sont de grosses machines. Pour vrai, ce sont d'immenses machines qui sont dans des gros centres de données comme ceux-ci, qu'on retrouve un peu partout à travers le monde pour s'assurer que nos données sont en sécurité, qu'on a recopié les données qu'on retrouve. Et tous les serveurs que vous voyez hein, sont tous des serveurs de Google. Et il y en a un peu partout à travers la planète. Et tous ces serveurs-là sont reliés par de la fibre optique. Est-ce que vous connaissez de la fibre optique? OK. On parle de fibre optique, on ne parle pas de satellite. Là. On est intercontinent, ils ont leur propre câble de fibre optique privée à eux qui passe sous les océans et qui leur appartient, qui relie entre eux tout le centre de données. Okay, il y a des dizaines et des dizaines de centres de données juste chez Google et il y en a au moins autant, sinon plus, chez Amazon et chez Facebook et autres et tout et tout. Pourquoi on a besoin de tous ces centres de données-là? Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Oui? Ça sert, c'est ce qu'on appelle la récurrence, oui, c'est-à-dire ça permet que si un des serveurs plante, bien toutes les données sont copiées en temps réel sur au moins un autre ou deux autres serveurs en temps réel. Donc, nos données sont sauvegardées automatiquement. Il y a d'autres raisons aussi. Hein. L'accessibilité, avoir des serveurs près de chez nous, ça rend l'accès plus rapide et tout ça. Il y a aussi
le fait que ça assure aussi que l'information circule davantage, circule mieux, et ça permet aussi parfois, pour certaines données qui seraient régies par certaines lois, de les mettre dans les serveurs qui sont dans les États qui nous contraignent le moins, par exemple, ou qui, selon, par exemple, les États, il y a des États qui vont dire tel type de données, ça doit rester sur notre territoire. Donc, si on a des serveurs sur le territoire, ça permet de s'assurer, en tout cas de chercher, mais difficile de dire qu'il n'y en a aucune qui va sortir du territoire, hein, avec le numérique qui est vraiment à la grandeur de la planète, mais du moins stocké sur les serveurs, on pourrait dire que ça pourrait faire ça. À l'intérieur, regardez, c'est ça que ça a l'air, donc c'est très impressionnant. Puis là, on a juste une rangée dans des serveurs comme ce qu'on a vu, c'est plusieurs rangées. Alors, ça n'a rien à voir avec nos petits ordinateurs portables qu'on a à la maison, là. C'est des milliards de données qui sont traitées dans ces serveurs-là. C'est ce qu'on appelle des mégadonnées. Okay? Est-ce que vous connaissez le concept de mégadonnées? Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà entendu parler de ça? Oui? Alors, ce qu'on entend par mégadonnées, ce sont des milliards de données qui sont stockées sur les serveurs en temps réel avec tout ce qu'on fait, ou presque tout ce qu'on fait. Par exemple, nos téléphones envoient des milliers de données à la seconde vers ces serveurs-là en temps réel, tout le monde en même temps. OK? Alors, par exemple, est-ce qu'il y en a qui ont un iPhone ou qui utilisent Siri ou qui utilisent OK Google sur leur téléphone? Si je dis OK Google, mon téléphone s'active, OK? Et donc, il a entendu ce que je lui dis. Donc, ça veut dire qu'en temps réel, tout le temps, mon téléphone m'écoute. Donc, toutes ces données-là, ce que je ne sais pas, c'est qu'elles sont stockées ou pas. C'est possible que toutes les données, donc chaque mot que je dis, soit enregistré sur les serveurs de Google en temps réel. Et ça contribue à stocker des données sur les serveurs. À quoi servent toutes ces données? Pourquoi Google, Facebook, Amazon et autres ont besoin de stocker toutes, même chacune de ces petites informations-là? À quoi ça leur sert? Avez-vous une idée? Ça peut servir à de la publicité, oui. Ils les vendent, ils peuvent servir pour vendre ces données-là, mais quelqu'un voudrait acheter ça pourquoi? Des études de marché, comprendre la clientèle, ce sont des usages qui sont possibles. Il y en a même d'autres, on va en voir d'autres tout à l'heure, je vais vous parler d'autres usages qu'on peut faire, mais entre autres, ça peut faire partie de ça. Hein? C'est ça, entre autres, qui fait que, par exemple, si vous êtes chez Google en train de faire une recherche pour un voyage, par exemple, on approche des fêtes, il y en a peut-être qui veulent aller en voyage, on fait une recherche pour un voyage, mais on va chez le compétiteur Facebook et c'est quoi la publicité qui apparaît? Un voyage, peut-être même la meilleure offre qu'on n'a pas vue, même en faisant nos recherches. Hein? Bien, il y a en partie les données qui sont sauvegardées par les serveurs, mais il y a aussi les cookies qui sont sur nos postes de travail qui se stockent. Cookies, vous savez de quoi je vous parle? Ah oui, c'est bon. Bravo, félicitations. Stock, oui, ça garde un historique de notre utilisation, tout à fait, absolument. Donc, les mégadonnées sont contrôlées par qui? Bien, principalement, elles sont contrôlées par quelques grands joueurs privés qui les gèrent de façon centralisée, principalement aux États-Unis, donc qui ont accès à des milliards de données des gens partout sur la planète et qui, eux, contrôlent ces données-là et cherchent à influencer les gens sur la planète à partir de ces données-là. Donc, nous sommes tous influencés par des choix, par des algorithmes sur lesquels on n'a aucun contrôle. Nous ne savons pourquoi on n'a aucun contrôle, entre autres, parce que collectivement, on ne sait même pas comment faire ça, comment contrôler les algorithmes. On ne sait pas comment les encadrer parce qu'on connaît peu ça. Donc, ça laisse le champ libre à des entreprises privées d'utiliser des milliards de données, mais pour améliorer notre vie, pour vrai. OK? Ça va vraiment faire ça. Parce qu'entre autres, ce que ça fait en sorte que, par exemple, en m'en retournant chez moi tout à l'heure, ben, je vais peut-être être très content que mon Google Maps m'indique la route la plus rapide pour me rendre chez moi. Mais pour être capable de faire ça, ben, il y a besoin de toutes ces données-là pour savoir où est-ce qu'il y a des autos qui sont congestionnées parce qu'il va voir qu'il y a plusieurs cellulaires qui ne bougent plus, qui sont tous arrêtés là. Et il va être capable, à partir de ces données-là, d'être capable de m'indiquer une route alternative qui va être plus rapide. OK? Et en chemin, si j'ai longue route à faire, c'est possible aussi que tout d'un coup, dans mon Google Maps, ça m'est déjà arrivé, me disent il y a un Tim Hortons à la prochaine sortie, ça vous tente de prendre un café. OK? C'est pas formulé exactement comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. OK? Mais pourquoi cette donnée-là apparaît? Moi, je n'ai jamais demandé ça. Pourquoi ça apparaît? Oui. Quand on parlait de vendre les données, c'est parce que quelqu'un a payé pour utiliser mes données et les données de plein d'autres mondes pour voir
pour voir que ça fait 1 heure que je suis en route, mais c'est grâce à des algorithmes. C'est des algorithmes qui permettent de contrôler ça. Qu'est-ce qu'un algorithme? Est-ce que vous savez c'est quoi un algorithme? Une formule mathématique. OK? Oui, mais ça a l'air de quoi un algorithme concrètement? Comment ça agit? Comment ça fait en sorte que ça contrôle nos vies? Hein? C'est pas évident. Ça recoupe des données. Ce sont des calculs conditionnels. En fait, c'est comme des recettes. OK? C'est comme quand on fait une crêpe, au fond. OK? Ça, c'est vraiment une crêpe que j'ai faite, elle était bonne. Et donc, c'est comme faire des crêpes. Hein? C'est de faire, si on a la bonne recette, on va arriver avec des crêpes. Mais on peut avoir plusieurs recettes différentes qui vont toutes donner des bonnes crêpes, mais qui vont toutes goûter différent. Mais c'est possible que c'est donc possible d'avoir plusieurs recettes pour arriver. Les algorithmes, c'est la même chose. On peut avoir plusieurs recettes qui vont donner des résultats similaires, mais qui n'auront pas nécessairement tout à fait le même impact ou la même nuance. Si je mets une farine de blé entier, si je mets plus de sucre, moins de sucre, l'impact ne va pas être le même tout à fait, mais ça risque d'être bon quand même. Mais, donc, les algorithmes, ça fonctionne comme ça. Est-ce que vous connaissez If This Then That? C'est un outil en ligne. Oui, non? Vous ne le connaissez pas? Tu connais un peu tout à l'heure? Tu as entendu parler? OK? En anglais, ça dit si ceci, alors cela. Donc, c'est if this, then that. If this, then that, ben, en fait, c'est ça. En fait, un algorithme, c'est ça. Hein? Un algorithme, c'est une formule mathématique qui dit si il se passe cela, alors fais ceci. Ce sont des commandes et donc, c'est de la logique mathématique. Faire une recette de crêpes, c'est la même chose. Si j'ai de la farine, alors vérifie si tu as des œufs. Si oui, alors vérifie si tu as du lait. Si oui, alors vérifie si tu as du sucre. Si tu n'as pas de sucre, c'est pas grave, on peut quand même faire une crêpe, elle sera juste pas sucrée. On continue, donc, etc. Donc, c'est comme ça. Hein, c'est tout le temps des opérations mathématiques. Si, alors cela. Si, alors cela. Bien, on peut, nous, créer nos propres algorithmes. OK? Alors, on utilise tout le monde des services en ligne, des outils, des applications. If This Then That permet d'automatiser des tâches entre différents services en ligne que j'utilise. Alors, par exemple, avec If This Then That, je vous parlais du sommet du numérique. L'année passée, j'étais au sommet du numérique. J'ai créé un algorithme. Okay? J'ai été sur If This Then That, j'ai choisi un service. Par exemple, moi, je suis actif sur Twitter. Alors, j'ai dit, je vais prendre une recette de Twitter. Donc, If This Then That me propose différentes recettes déjà préparées, des bouts de recettes que je peux prendre. Je n'ai pas besoin de programmer quoi que ce soit. Et là, ça me dit qu'est-ce que ça fait cette tâche-là. J'en choisis une. J'ai choisi si quelqu'un utilise le mot-clic sommet 18, ici, on voit sommet 18. Si quelqu'un utilise le mot-clic sommet 18, alors, là, j'ai ma première partie de la recette qui est faite. Donc, j'ai choisi, j'ai configuré ma première partie de la recette qui est ici sur Twitter. Maintenant, il me reste à configurer la deuxième partie de ma recette. Qu'est-ce que je vais faire? Si jamais je fais un tweet il y a quelqu'un fait un tweet qui a le mot-clic, alors prends ce contenu-là et va le copier dans un document Google de mon compte. Donc, il va me connecter à mon compte Google. Il va dire à WhatsApp, pas à WhatsApp, mais à If This Then That, est-ce que tu autorises mon compte Google à te connecter à If This Then That ou à If This Then That à aller chercher ou à écrire dans mon compte Google? Là, je vais dire oui, je vais autoriser. Et là, ce qui va se passer par la suite, c'est que ça va avoir créé une recette qui va dire alors, ajoute tous les tweets en disant le nom de l'utilisateur, il a été créé à quelle date, et je pourrais même rajouter des éléments de recette si je voulais à ce moment-ci. Si je connais le code HTML, je peux même rajouter d'autres éléments à ça. Et je vais dire, va le porter dans mon Google Drive et va le mettre dans le dossier IFTTT Twitter dans un document qui va être à cet endroit-là. Et là, je vais venir de créer ma recette et je peux l'activer ou les désactiver. Je viens de créer un algorithme. Oui. Non, 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 c'est parce que la deuxième, moi, j'ai choisi que ce soit un document Google, mais je pourrais dire, envoie-moi une notification. Je pourrais lui dire, va dans ça pourrait être d'autres types de services. On a vu tout à l'heure qu'il y avait Word Online, oui, tant que c'est des services en ligne, hein, parce que je pourrais choisir, regardez, j'ai d'autres services que je pourrais choisir. Ben, il y en a d'autres, là. Ça, c'est quelques-uns, là. C'est parce que moi, j'avais fait une recherche avec Google. Mais si j'avais choisi avec Word, j'aurais pu trouver Word Online. Je me serais connecté à mon compte Office 365 et j'aurais pu faire la même chose. D'ailleurs, dans la suite d'Office 365, il y a un outil qui est semblable à If This Then That. Je ne me souviens plus du nom, là, mais il y a un outil qui fait à peu près la même chose. Flow.
Flow. Flow, elle fait à peu près la même chose, OK? Donc, c'est un compte Office. Tu peux faire la même chose dans Flow. Ça fait la même chose. C'est des recettes. Hein? Quelqu'un me racontait qu'il y a même des applications qui sont sur cellulaire qui font ça un peu, puis qui peut créer des tâches automatiques. De dire, par exemple, si je dis telle chose, alors démarre ma caméra, fais ci, fais ça, etc. Donc, il peut tout faire ça. Donc, c'est si moi, par exemple, je n'ai pas, mais si donc, c'est si moi, par exemple, je n'ai pas, mais si vous avez à la maison le système Wi-Fi de Google, ben, vous pourriez, par exemple, envoyer des commandes à votre compte, à votre Google Wi-Fi de la maison en envoyant un tweet, par exemple. Si j'envoie un tweet avec le mot-clic X, alors désactive mon Wi-Fi à la maison, par exemple. Ça pourrait être ça. Donc, ça pourrait connecter différents services que j'ai à la maison. Ça pourrait faire ça. Ce sont des exemples de recettes. Bien sûr, on est limité par les recettes qui ont été développées dans If This Then That, mais on peut les personnaliser. On a vu qu'on peut ajouter du code si on connaît le code un peu. On est capable de faire ça. Donc, ça permet de faire des recettes nous-mêmes. En fond, dans le fond des recettes, c'est beaucoup du code. Hein? C'est l'utilisation de code. Et si ce que vous avez, est-ce que vous connaissez ce code? C'est quelle sorte de code? Non, c'est plus simple que ça. C'est du HTML, tout simplement. Donc, c'est tout ce qu'on voit quand on est dans le web. Tout ce qu'on voit quand on est dans le web, en fait, en arrière de ça, c'est tout du code comme ça. Un programmeur pourrait avoir juste du code et dans sa tête voir ce qu'on voit nous, parce que quelqu'un qui connaît assez ça serait capable de voir ce que ça veut dire. Mais c'est ça que ça ressemble. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça aussi des formes de littératie. Hein? Maîtriser des niveaux de langage. Souvent, on utilise le mot littératie en éducation pour faire référence à l'apprentissage de la lecture, l'écriture. Mais en réalité, la littératie, c'est beaucoup plus large que ça. C'est toutes les formes de langage, apprendre à maîtriser différentes formes de langage. Le langage informatique est une forme de langage. Donc, apprendre à les maîtriser, ça s'exprime sous toutes sortes de formes. Hein, la programmation, on parle d'HTML ici, mais il y en a plein d'autres types de programmation. Et s'il y en a qui ont déjà fait ça, bien, il y a des langages de programmation, il y en a plusieurs. Donc, les maîtriser, toutes maîtriser, ce sont toutes des formes de littératie. Les littératies prennent toutes sortes de formes aussi. Hein? Nos jeunes sont des experts. Vous connaissez cette littératie? C'est laquelle, celle-là? La littératie du texto. Oui, c'est ça, c'est la littératie du texto. Hein? D'ailleurs, on avait demandé, au sommet, j'avais fait une autre question là-dessus à mes jeunes et mes ados, puis je leur avais demandé, êtes-vous capable de décoder ces mots? Hein? Puis, voyez-vous, les ados n'ont pas décodé nécessairement les mêmes mots en majorité que les adultes. Voyez-vous, si on vient en arrière, est-ce que vous êtes capable de décoder tous ces mots? Est-ce que vous savez tout ce qu'ils veulent dire? Hein? Pas tous, hein? Et ça, c'est authentique. J'ai vraiment pris, moi, on a 5 ados à la maison, jeunes adultes. Là. Je dis ados, le plus jeune a 18, donc c'est tout à fait des ados. Mais j'ai pris 6 mois de conversation avec eux sur mon téléphone, en texto, puis j'ai été chercher des expressions comme ça, puis je les ai mis dans ma présentation. Alors, je leur ai volé leur langage pour le mettre dans ma présentation. Mais ici, on voit hein, que eux, ils se comprennent. Hein? Mais ce matin, j'étais avec d'autres gens, puis on disait, ça veut dire quoi, TKT? OK? Et là, on a cherché longtemps avant de trouver ce que ça voulait dire. Alors que ça veut dire t'inquiète. OK. T'inquiète. Avant que j'ai compris qu'il veut me dire t'inquiète, moi, j'étais là, je relisais son texto 4 fois. OK, OK, donc il veut dire t'inquiète. D'accord, c'est beau. Mais moi, t'inquiète pas. OK. T'inquiète, ça veut dire t'inquiète pas. Donc, c'est ce que ça veut dire. La littératie, hein, aussi, ça passe par toutes sortes de formes. Ici, on parle, dans le fond, c'est la version des émotions en texto, un peu comme le non-verbal quand on est à l'oral. Le non-verbal, c'est le langage de l'émotion qui donne un ton ou le ton de notre voix. Donc, c'est source d'interprétation, puis on ne se comprend pas toujours, même quand on utilise cette forme de langage. La maîtrise d'image aussi, ça fait partie des littératies. Donc, maîtriser, comprendre le langage, c'est aussi développer la maîtrise de combiner toutes ces formes de littératie. C'est pour ça qu'une équipe de chercheurs interuniversitaires au Québec appelle ça la littératie médiatique multimodale. Donc, le fait de mettre ensemble plusieurs formes de littératie pour communiquer efficacement. Et vous remarquez peut-être que nos jeunes sont très habiles à combiner plusieurs formes de langage pour communiquer. Hein? Donc, ils sont très actifs sur notamment Snap, j'en parlais, Snapchat, qui permet d'ajouter des surcouches aux images, du texte, du son, etc., etc. Et donc, ils maîtrisent ça pour leurs besoins. Hein?
leur besoin de socialisation, de s'amuser, de jouer, d'avoir du plaisir, de rire. Ils s'en servent énormément pour ça. Ils sont très efficaces à ça. Faire des tâches, quand on leur en demande, ça, c'est peut-être moins évident. Okay? Parce qu'ils ne voient pas toujours le lien entre ces maîtrises de ces niveaux de langage et ce qu'on leur demande de faire. Mais pourtant, il y aurait peut-être des liens à faire parfois. Oui. YouTube, oui. Mm-hmm. Oui. Donc, ce que tu dis, c'est que tu utilises le sarcasme un peu pour leur permettre de voir qu'il y a peut-être des contenus qui ne sont pas toujours pertinents, mais que peut-être si on s'en sert, on peut aussi apprendre à travers YouTube. Effectivement, tout à fait. Je vous parlais de l'ère du numérique, on continue avec d'autres éléments. Entre autres, la présence des caméras. On a parlé tout à l'heure des téléphones cellulaires qui sont omniprésents, qui ont des caméras, mais de plus en plus, on a d'autres sortes de caméras qui arrivent devant nous. Entre autres, des caméras 360, est-ce que vous en avez déjà vu? Alors, ce sont des caméras qui comportent 2 lentilles et qui sont de très grands angles et qui sont capables de créer en un seul cliché ou même en vidéo, de capter tout ce qu'il y a dans l'environnement. Donc, personne ne peut se cacher derrière la caméra. Okay? Donc, ça, ils sont omniprésentes, on ne le sait pas tout le temps, on ne s'en rend pas tout le temps compte, parce que ce sont quand même de petites caméras qui sont assez discrètes. Donc, ces caméras-là existent et sont présentes dans nos environnements. Ça m'amène à vous parler d'intelligence artificielle. Tout à l'heure, je vous parlais de mégadonnées. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Je ne sais pas s'il y en a qui étaient à l'atelier de 200 avec la conférence de M. Boudreau, je crois, Henri Boudreau, qui parlait d'intelligence artificielle, entre autres. Ben, souvent, l'intelligence artificielle, c'est une accumulation de données pour que l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui sont capables de s'auto-programmer. Donc, non seulement, ce n'est plus moi qui programme l'algorithme, mais c'est l'algorithme qui est capable de programmer d'autres algorithmes, de créer de nouveaux algorithmes à partir de données. Okay? Entre autres, c'est comme ça que, est-ce qu'il y en a qui ont un Google Home ou un Alexa ou un truc comme ça à la maison? Où on a parlé tout à l'heure quand je dis « OK Google », en fait, mon téléphone s'active, il bouge parce qu'il reconnaît ma voix. Mais qu'est-ce qui fait qu'il devient intelligent et capable de reconnaître? Parce que la maîtrise, la reconnaissance du langage, c'est une des choses les plus difficiles. Pourquoi c'est difficile? Entre autres parce qu'il y a plusieurs langues, mais en plus d'avoir plusieurs langues, dans une même langue, il y a plusieurs personnes qui disent les mots pas de la même façon. Et donc, il y a des milliers de façons de dire un même mot. Et comment faire la distinction entre maison, maçon, moisson? Comment on fait alors que tous les gens ont des accents, des expressions, des manières de parler différentes? Et pour ça, ils arrivent à faire, les algorithmes sont capables de créer, de trouver les meilleures réponses possibles en faisant des tests puis des essais. Donc, ils utilisent des données, ils font des tests, ils vérifient est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est bon. Et comme ils sont capables de le faire à une vitesse faramineuse, parce que ce sont des machines extrêmement puissantes, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'ils ont accès à des méga données, des données massives énormes, ils arrivent à se raffiner. Mais on n'a pas encore terminé de le faire, mais pour arriver à le faire, ils ont besoin justement de toutes ces données-là. Donc, quand je disais à toi, pourquoi ils ont besoin de récolter ces données-là, ce n'est pas seulement pour les vendre, mais c'est pour rendre leurs outils de plus en plus puissants, capables d'imiter du moins en partie une façon d'apprendre du cerveau, donc à travers l'essai-erreur, mais de façon très rapide et accélérée. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne ce qu'on appelle l'apprentissage profond ou l'intelligence artificielle. C'est un peu de cette façon-là que ça fonctionne. Tout ça amène des défis éthiques. On a vu tout à l'heure plein d'éléments. Peut-être que vous avez appris de nouvelles choses, peut-être que non, peut-être que vous venez découvrir des éléments qui sont en dessous de ça. Tout ça soulève des questions éthiques qui font en sorte qu'on a à se questionner par rapport à l'utilisation ou comment on compose avec ces réalités-là. Alors, je vais soulever quelques éléments d'éthique qu'on peut retrouver. Par exemple, les fake news. On sait que c'est un phénomène qui est grandissant et tout le monde dénonce les fake news et on ne sait plus parfois qui
qui dit vrai, qui dit pas vrai. Il y a quelqu'un qui me racontait ce matin qu'il y a une application, peut-être vous avez vu les publicités d'Apple avec Siri, là, pas Siri, mais avec l'emoji qui s'adapte, et moi je peux chanter, et l'emoji va reproduire ce que je fais. Ben, et donc, c'est comme si je vais personnifier l'emoji en question, donc c'est moi qui va devenir. Ils ont réussi à faire ça, par exemple, assez simplement, semble-t-il, avec, par exemple, le visage de Barack Obama et sa morphologie. Ils ont été capables de faire agir quelqu'un, puis les gens qui l'ont vu me disaient, j'étais pas capable de distinguer que ce n'était pas un vrai. Okay? J'avais vraiment l'impression. Et avec un logiciel de modification de la voix, ils ont été capables de reproduire comme la voix de Barack Obama. Et là, ils ont fait dire à Barack Obama des choses qu'il n'aurait jamais dites. Par exemple, il insultait le président Trump, etc., etc. Donc, comment faire pour distinguer que cette réalité-là, qui est de la vidéo, on serait porté à croire que la vidéo, ben, c'est une information fiable, mais comment je fais pour savoir si cette information-là est vraie ou pas? Et donc, c'est un grand défi à l'ère du numérique d'apprendre à reconnaître, à distinguer comment on fait. Il existe des outils qui servent à vérifier les faits en ligne, tout ça, donc on peut apprendre à utiliser ces outils-là, bien sûr, mais peut-être au-delà de ça, quelle sorte de compétences on a besoin de développer chez nos élèves, chez les adultes, chez tout le monde, dans le fond, pour être capable de composer avec ces réalités-là d'aujourd'hui. Le scandale de Facebook l'année passée, on avait peut-être tout entendu parler. Là, je n'ai pas le temps de m'attarder dans les détails, mais si on entrait dans le détail, je me demandais, est-ce que vous êtes capable de me décrire ce qui s'est vraiment passé? La plupart d'entre nous, on aurait des réponses parcellaires. Okay? Mais bien décrire explicitement qu'est-ce qui s'est vraiment passé, on a de la misère à le faire. Puis, souvent, on est scandalisé de choses, en fait, qu'on a déjà acceptées, parce qu'on a accepté la licence de Facebook. On est scandalisé qu'on ait partagé nos données avec une entreprise. Mais quand vous avez accepté votre licence Facebook, c'est ce que vous avez fait. Ben, je sais, vous le savez parce que vous lisez vos licences jusqu'au bout, comme il faut. Je ne vous apprends rien, hein? Évidemment. Mais non, personne, on lit ces données-là. On lit ça parce que, d'abord, c'est très long, premièrement. Deuxièmement, on n'y comprend rien après 3 lignes. Donc, on s'arrête, puis on se dit, bon, moi, je veux le service, peu importe, de toute façon, je vais le prendre, alors j'accepte. OK? Alors, on a partagé nos données, ça améliore notre expérience utilisateur, vous le saviez ça, parce que Google nous le dit dans sa licence, qui veut augmenter notre expérience utilisateur. Alors, c'est effectivement vrai que ça le fait. Je vous donnais l'exemple de Google Maps tout à l'heure, ça améliore mon expérience utilisateur, pour vrai. Okay? Mais ce que ça ne me dit pas, c'est qu'est-ce que ça fait d'autre? Parce que je n'ai pas le contrôle sur les algorithmes qui sont en arrière. Et qu'est-ce que je peux en faire? Donc, je ne m'attarderai pas plus longtemps, mais aux jeunes adultes aussi utilisent le numérique et ça pose des défis éthiques sur leur future carrière. Hein. Vous savez que vous parlez peut-être avec eux de ces réalités-là, de qu'est-ce que fait un employeur quand vous appliquez. La première chose qu'il fait, c'est où il va regarder. Hein. Ça, en fait, c'est moyennement un problème parce que pour vrai, de plus en plus, nos jeunes, ils sont conscients de ça et ils vont mettre ça dans des espaces qui ne sont pas accessibles publiquement. Okay? On en trouve des fois des traces, mais de moins en moins. Ça nous pose des défis éthiques quant à la sécurité. Ça pose des problèmes. Est-ce qu'il y en a qui sont de la commission scolaire? Je ne le dirais pas. Des chaînes à Drummondville? Non. Ils ont été à cet automne 1 mois et demi sans aucun appareil numérique disponible, ni Internet, ni rien dans leur commission scolaire parce qu'ils ont été victimes d'un virus informatique dans leur commission scolaire qui a tout fermé, qui a obligé à tout fermer. Donc, il a été 1 mois et demi complètement inaccessible pour des raisons de sécurité. Donc, c'est un défi éthique. On a souvent parfois l'impression que le numérique envahit notre vie privée. On ne sait plus trop comment faire la démarcation. D'ailleurs, il y a des gens qui ont retrouvé le plaisir à utiliser une dactylo pour avoir le sentiment, non, ce qu'on appelle le phénomène de déconnexion. On veut se déconnecter, donc avoir trouvé des espaces de liberté où on ne soit pas... ça a l'air qu'il y a 2 réparateurs de dactylo à Montréal qui sont débordés d'ouvrages pour les prochaines années parce que tout le monde veut réutiliser sa vieille dactylo. Donc, oui, c'est un phénomène qui existe. Hein. Je parlais tout à l'heure de la présence des caméras un peu partout. Ça amène toutes sortes de questionnements éthiques, de réfléchir sur quel genre de vie on veut. Est-ce qu'on veut vivre la vie présente ou on veut la vivre à travers l'écran sur lequel on est constamment rivé? Mais en même temps, il y en a qui vont vous dire, oui, mais en même temps, moi, quand je fais ça, ben, je suis en interaction avec d'autres mondes, je partage mon plaisir avec d'autres gens qui sont à l'extérieur puis qui partagent avec moi. C'est des gens qui sont importants pour moi, bien plus que tous les autres qui sont proches de moi et qui sont dans la foule avec moi. Alors, donc, voyez-vous, on peut avoir des points de vue différents.
par rapport à cette même question-là. Je vous parlais de caméra 360 tout à l'heure. Ici, où on a des caméras intégrées qu'on ne voit même pas. C'est pourrait qu'on ne sache même pas qu'il y a une caméra. Hein, les deux paires de lunettes qu'il y a là, il y en a une, il y a une caméra dans le coin ici en haut à sa droite de la caméra, de la lunette, qui filme, qui peut filmer ou prendre des photos, qui est relié à l'application Snapchat. Donc, ce que je vois, clique, je peux le photographier puis le publier en temps réel. Je n'ai pas besoin de prendre ma caméra. Tu ne sais pas que je viens de prendre une photo, tu ne t'en rends même pas compte. Et celle-ci, eh bien, elle comporte 4 caméras aux 4 coins de la lunette, ces 4 caméras-là permettent de filmer en 4K en 360. Donc, la seule personne qui n'est pas dans la caméra, c'est la personne qui porte les lunettes. OK? Alors, dans la publicité, on montre quelqu'un qui est en train d'escalader une montagne, puis qu'il peut montrer son exploit, filmer son exploit et permettre à d'autres gens de vivre son expérience en mettant des lunettes de réalité virtuelle et donc de revivre cette expérience-là. Mais ça pose toutes sortes de questions éthiques parce que si je me promène dans la rue avec ma caméra 360 en 4K et que je filme tout ce qu'il y a autour de moi, il n'y a rien qui échappe à ma vue, à la vue de ma caméra. Ça pose toutes sortes de questions éthiques. Par exemple, je vous parlais des caméras 360. Moi, j'en ai une caméra. J'anime des fois des ateliers sur la réalité virtuelle. J'avais donné un défi à des participants à la COP cette année dernière et je leur ai demandé d'aller prendre des photos 360 pour les mettre dans Google Street View. Des photos qui n'existent pas déjà dans Google Street View. Il fallait qu'ils trouvent quelque chose de nouveau. Alors, je leur ai prêté ma caméra. Les autres, ils ont fait des tests avec ma caméra. Puis, ils ont laissé la photo sur ma caméra. Alors, moi, j'ai pris la photo, je l'ai mis dans ma présentation. Eux, ils ne le savent pas. Ça fait partie des réalités du numérique. On laisse des traces un peu partout, mais on ne sait pas ce qui va arriver avec nos traces qu'on laisse. Le droit d'auteur, comme enseignant, qui ici peut me garantir, hors de tout doute, qu'il respecte toujours les droits d'auteur? Non, garantir hors de tout doute. On essaie, mais garantir hors de tout doute, c'est impossible. Hein? Pourquoi? Bien, une des raisons qui fait que c'est comme ça, c'est que le concept de droit d'auteur s'est élaboré avec l'avenue de l'imprimerie. Donc, à l'ère de l'imprimerie, on avait besoin de relever le défi du droit d'auteur. Mais aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Et on continue de regarder le problème du droit d'auteur avec les paradigmes de l'ère de l'imprimerie. Mais on a peut-être besoin de redéfinir ce concept-là, de le revoir à l'ère du numérique. Je vous donne un exemple. J'entendais à la radio hier, vous connaissez peut-être la plateforme, ça s'appelle, j'oublie le nom, hein, c'est pas WhatsApp, merci, hein, au revoir, à la prochaine. C'est je ne vous dirai pas, Whatbook ou quelque chose comme ça, qui est une plateforme de collaboration pour écrire des romans, des histoires. Et les gens peuvent se réunir et inventer des histoires. Ou partent d'un roman qui existe déjà, ils font la suite, ou ils imaginent ce qui ça aurait pu devenir, et ils inventent des histoires. Et les gens peuvent voter et aller lire les romans que les autres ont écrits. Et parfois, quand un livre est très connu, très lu, et c'est libre de droit, c'est libre d'accès, tout le monde peut lire. Par exemple, il y a un livre qui a été tellement populaire, qui a été lu 12 millions de fois sur la plateforme. Et parce qu'il a été lu 12 millions de fois, il y a un éditeur qui a approché et qui a dit, est-ce que tu veux que je te publie? Et là, ils ont publié le livre et il s'est vendu 1,5 million de fois. Alors, ce n'est pas parce que le contenu est accessible librement, gratuitement dans Internet qu'il n'y a pas d'intérêt à l'acheter. Hein? C'est peut-être des gens qui ont voulu encourager l'auteur, qui ont voulu dire, ben, j'en veux quand même une trace papier ou je veux garder une version chez moi. Donc, ils ont quand même encouragé et payé. Donc, il y a d'autres façons d'envisager le droit d'auteur. Il n'y a pas juste un modèle. Hein? On pense aux licences Creative Commons notamment. Donc, ce sont d'autres manières d'envisager le respect du droit d'auteur. Donc, à l'ère du numérique, c'est aussi un défi de relever ces questions-là. Je parlais des appareils nombreux que nos élèves ont dans les poches et que nous tous, nous avons. Et aujourd'hui, le téléphone cellulaire s'est aussi rendu un marqueur social. Ça vient marquer notre identité. Ça fait en sorte qu'on n'a pas tout le monde l'accès à la même qualité d'appareil et donc de services et d'informations, hein, et que parfois même, on n'en a pas du tout. On peut ne pas en avoir par choix parce que c'est presque un choix aujourd'hui de ne pas en avoir. Mais ça se peut que j'aime mieux ne pas en avoir plutôt que d'avoir une vieille machine parce que ça vient m'identifier, ça vient me donner ma marque, qui je suis. Alors, je ne veux pas être identifié à une vieille technologie. Donc, ça vient un marqueur social, ça vient un accès à l'information, à une qualité d'information qui n'est pas la même.
La question des conduites dans les médias sociaux, là, quelle ligne de conduite on se donne, ça aussi, c'est un défi éthique pour tout le monde. La présence des humanoïdes, qu'on voit des robots, hein, par exemple, est-ce que ça, ces robots-là qu'on voit là, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Le savez-vous? Ça peut dépendre comment ils sont faits, mais est-ce qu'en voyant le robot, on sait si c'en est ou pas? Pas nécessairement. J'ai un ami qui me disait, je commence à m'inquiéter de moi de voir ces humanoïdes un peu partout dans nos vies. Je dis, je dis, moi en tout cas, ça ne m'inquiète pas trop parce que quand je suis devant un robot, je sais que c'est un robot. Quand je suis devant ça ici, je ne sais pas que c'est de l'intelligence artificielle, mais ça en est. Puis elle est agissante, puis elle a un impact sur ma vie parce qu'elle vient me prédire des choses, mais en fait, est-ce que c'est de la prédiction ou c'est de la suggestion? Est-ce que c'est là pour m'aider à être plus efficace ou c'est pour m'influencer pour faire des choix X, Y ou Z? Et à quoi ça sert? Pourquoi c'est là? Donc, ça pose toutes sortes de questions. J'étais au sommet du numérique quand j'ai écrit juste la lettre, puis qu'est-ce qui est arrivé, les résultats. Le premier n'est pas inquiétant, ça va. Je m'attendais à ce que ça soit ça comme résultat. La salade de choux aussi, parce que j'en avais fait la semaine d'avant, j'avais fait une recette, j'avais recherché une recette. Ça allait. Simon, ça peut aller aussi. SAQ aussi, OK, ça va, je vais me chercher du vin de temps en temps. Mais SAAQ, là, j'ai été troublé. J'ai été troublé. Pourquoi? Parce qu'en m'en allant au sommet du numérique, je me suis fait arrêter par la police parce que ma plaque d'immatriculation était rendue trop illisible. Là, je me suis demandé, est-ce que ça a rapport? Est-ce que le fait que je me suis fait arrêter, ça a fait que Google est capable de connaître une partie du moins de cette information-là pour me suggérer SAQ? Parce que le policier m'a dit, que vous alliez à la SAQ faire changer ça avant de retourner. Il y avait un bureau de la SAQ à 2 coins de rue d'où j'étais. C'est quoi le lien? Je ne le sais pas. Mais c'est ça le problème, c'est que je ne le sais pas. Parce que je n'ai pas de contrôle sur les algorithmes. Donc, tout ça, ça nous amène à nous questionner sur le développement de la citoyenneté. Comment on développe des citoyens à l'ère du numérique? Comment on fait pour faire que nos jeunes adultes deviennent des citoyens autonomes et qui gagnent en pouvoir d'action sur leur vie et que nous aussi, on regagne du pouvoir d'action sur nos vies? Bien, je pense qu'on a besoin de se questionner sur le concept de citoyenneté. Hein. C'est un concept qui est né dans l'Antiquité, qui a évolué. Et puis, actuellement, souvent, on associe citoyenneté à nationalité. La citoyenneté devient parfois un outil de discrimination. Hein. On a entendu pendant la campagne électorale quelqu'un dire ah, mais eux autres, ce n'est pas des citoyens. Hein, en voulant dire qu'on n'est pas obligé de leur donner les mêmes droits. Et ça nous questionne hein, aujourd'hui à cette ère du numérique. D'ailleurs, l'UNESCO a proposé, elle, une nouvelle définition de la citoyenneté qui s'appelle la citoyenneté mondiale, qui est davantage associée à l'idée d'une appartenance mondiale, humaine, à l'humanité, à l'interdépendance entre les êtres humains partout à travers le monde. Mais ce n'est pas parce qu'on parle de mondial que c'est toujours planétaire. Hein, ça peut être local, national ou même mondial. Donc, par exemple, le fait de se réunir pour refaire une ruelle, puis s'assurer de lui donner de la vie, puis la revitaliser, c'est une action citoyenne mondiale. Puis ça ouvre le concept à plus large que seulement les gens qui ont une nationalité. Et ça prend forme à travers la planète de toutes sortes de formes, hein, à travers notamment les mots-clés, mais d'autres manières aussi. Comment développer donc chez nos jeunes cette citoyenneté? Bien, en réfléchissant à cette question-là, le réseau du récit, on a mis ensemble nos forces pour essayer de trouver une manière, un modèle qui permettrait de dire comment on peut accompagner tout le monde à cette ère du numérique où on a des milliers d'éléments qui nous entourent de l'ère du numérique, qui viennent influencer nos vies, qui nous rendent parfois perplexes. Bien, peut-être que parmi les clés, il y a le fait de dire, bien, peut-être on n'est pas seul. D'abord, on a nos pères, les gens qui nous entourent, qui sont autour de nous. On a notre famille, les gens de notre famille, c'est aussi notre réseau humain. Parce qu'avant de parler de médias ou de réseaux sociaux numériques, on est d'abord et avant tout des réseaux humains. Et donc, valoriser ça, mais aussi toutes les autres personnes qui nous entourent, les adultes qui entourent les jeunes qu'on accompagne. Nous, comme formateurs, on accompagne, mais toutes les personnes qui sont en interaction avec nos jeunes, bien, peut-être que si on travaille le concept de communauté, pas seulement d'individu, ça pourrait peut-être aider. Mais nous, on propose aussi ce qu'on appelle le processus d'autonomisation éthique. Le mot autonomisation, il vient de l'anglais empowerment, okay? Donc comment redonner du pouvoir d'action, mais de manière éthique. Okay? Qu'est-ce qu'on va entendre par là? Nous, on a deux éléments qu'on voit qui peuvent contribuer à ça. D'un part, de développer chez nos élèves
des capacités cognitives. Donc, c'est ce qu'on fait à travers plein de compétences qu'on développe chez nos élèves, chez nos jeunes, en formation professionnelle aussi. Donc, de développer des connaissances, mais aussi des compétences ou des processus qu'on est capable de développer chez nos jeunes. On a aussi de trouver des éléments plus larges, mais peut-être que ça pourrait être redéfini ou c'est questionnable ce qu'on a écrit, mais on en est là dans notre réflexion. On parle de réflexion éthique, bien sûr, évidemment, de compétences numériques. D'ailleurs, actuellement, on a le groupe du GRIPTIC qui travaille sur un référentiel de compétences numériques interordre là, qui va aller du préscolaire à la formation universitaire, qui va proposer des compétences à développer ou des éléments à développer pour développer les compétences numériques, un peu dans la lignée de ce qu'on entend, les compétences du 21e siècle et tout ça. Donc, il va proposer une réflexion là-dessus. Donc, on va laisser cette équipe faire ce travail-là, mais ça s'inscrirait là-dedans. La maîtrise de différentes littératies, je vous en parlais tout à l'heure, donc ça nous apparaît essentiel. Développer l'analyse critique. L'analyse critique, c'est bien plus que juste le sens critique, parce que souvent on dit sens critique, on ne veut pas se faire avoir, reconnaître les problèmes, mais l'analyse critique, c'est la capacité à poser des actions de regard critique qui vont permettre de réfléchir sur les éléments qu'on voit qui sont devant nous, donc d'avoir des processus cognitifs que l'on analyse en toutes sortes de contextes. Okay? L'autre élément, l'autre volet qu'on voyait à ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les aptitudes socio-affectives qui se déclinent en 3 volets. Les aptitudes qui sont autour de la personne elle-même, donc développer chez cette personne une bonne connaissance d'elle-même, une bonne estime d'elle-même, mais aussi une capacité à s'affirmer, à affirmer qui elle est, et donc à s'exprimer. L'autre élément, c'est l'ouverture à l'autre, donc la capacité d'écoute, de respect, d'empathie. Ça fait beaucoup référence à ce qu'on entendait ce midi quand on parlait d'aptitude, pas d'aptitude, mais on parlait ce midi de l'infirmière, je crois, qui nous parlait de se mettre dans la peau. Donc, tout ce qu'on appelle elle n'a pas parlé de socio-affectif, mais elle a parlé d'attitude liée au travail, donc travailler les attitudes socio-affectives. Les savoir-être, oui, c'est ça, exactement. Les savoir-être, donc travailler, tout ça touche au savoir-être, hein, ces éléments-là. Mais aussi, on parle d'une ouverture sur le monde, l'appartenance à une humanité, comme dont je parlais tout à l'heure, la solidarité mondiale, donc les visées que nous propose l'UNESCO, donc d'élargir ça. Nous, on pense que si on permet de développer ces éléments-là, qu'on les met en processus, c'est-à-dire que ce n'est pas une affaire, on commence, on fait ci, on fait ci, on fait ça, et ça arrive à une recette, mais plutôt, on le développe tout au long de la vie. On permet à nos jeunes, dès le préscolaire, de commencer à travailler ces éléments-là, et on le fait en boucle tout au long, jusqu'à la fin, jusqu'à leur sortie, même en formation professionnelle, développer ces éléments-là. Si tout le monde a un concours à développer ça chez nos jeunes, chez nos adultes, bien, on va peut-être arriver à développer des citoyens qui seront capables d'une meilleure posture, qui seront capables de se positionner tout au long de leur vie, d'avoir une posture qui va leur permettre d'être en meilleure harmonie et de poser des actions qui vont être en concordance avec leurs valeurs, avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils trouvent important, collectivement. Leur donner le moyen de trouver des avenues qui vont faire qu'ils vont mieux vivre ensemble, tout le monde, de façon collective. Ça vous dit quoi, ce modèle-là? Vous en pensez quoi? C'est tout nouveau, hein? C'est la 3e fois que je le présente. Vous réagissez comment à ça? Est-ce que ça a des échos pour vous? Oui, Ronald? Donc, donc, ce qu'on comprend bien, c'est de les outiller, dans le fond, pour être capable de mieux être face à différents phénomènes qu'il y a devant eux, mais de leur donner des capacités, et non pas des recettes, mais vraiment une lecture et des outils critiques pour permettre
de distinguer les éléments qui sont du vrai ou du faux, donc trouver des outils pour comment réagir à quelqu'un, par exemple, qui nous attaque ou des choses comme ça. Merci, Roland. Donc, si je poursuis, donc je parlais de citoyens qui pourront s'exprimer, donc pourront mettre en œuvre ce processus-là. Tout ça passe à travers, entre autres, la réflexion éthique et que je veux bien distinguer de la morale. Parce que, bon, il y a des éthiciens qui vont dire que la morale et l'éthique, c'est la même chose, mais au Québec, on a fait le choix à travers le programme d'éthique et culture religieuse de bien distinguer les deux concepts. Et voici comment on les distingue. D'abord, la morale, c'est souvent une chose que, comme adulte, on est vraiment bon à faire avec les jeunes, c'est de leur dire quoi faire, comment le faire, comment bien le faire, voici les bonnes choses à faire, voici ce que tu devrais faire. Donc, souvent, même quand on met le mot éthique dans ça, est-ce éthique d'agir ainsi? N'y a-t-il pas un problème éthique? En fait, on est en train de faire la morale. Parce qu'on est en train de dire à la personne, tu n'agis pas correctement, voici ce que tu devrais faire. Okay? La réflexion éthique, c'est pas ça. C'est quoi la réflexion éthique? C'est la capacité à une situation qui comporte des questions éthiques, qui comporte des enjeux. Et ça passe par quoi? Bien, ça passe par la capacité à décrire des situations. Qui est en cause? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est comme ça? Quelles sont les motivations des uns et des autres? Quels sont les différents points de vue face à la même situation? Est-ce que tout le monde pense de la même façon? Non. Pourquoi on ne pense pas tout le monde de la même façon? Bien, parce qu'on n'a pas tout le monde les mêmes repères, on n'a pas tout le monde les mêmes normes, on n'a pas tout le monde les mêmes valeurs, on n'accorde pas tout le monde de l'importance aux mêmes choses. Le fait qu'on n'accorde pas de l'importance aux mêmes choses tout le monde, ça a comme effet de générer des tensions entre les points de vue. Et c'est ce qui fait qu'il y a des problèmes éthiques, et c'est ce qui fait que des fois, on est offusqué, puis on voudrait te dire comment faire, mais c'est peut-être juste parce que je n'ai pas compris quel est ton point de vue. Okay? D'amener nos élèves vers la capacité à trouver des solutions pour mieux vivre ensemble collectivement, bien, ça leur permet dans un premier temps d'être capable d'exprimer des points de vue, de comprendre les points de vue de l'autre, d'être capable de se distancier de son propre point de vue pour s'intéresser au point de vue des autres, de comprendre qu'est-ce qui motive les uns et les autres. Et ça leur permettra ensuite de peut-être proposer des actions ou des choix qui vont favoriser le mieux vivre ensemble, qui vont tenir compte des impacts positifs et négatifs. Hein? Et je dis impact positif ou conséquences positives et négatives, c'est vraiment important pour moi quand vous dites à un jeune, es-tu conscient des conséquences de tes gestes dans Facebook? Est-ce que vous pensez à quelque chose de positif? Habituellement, non. Hein? Mais pourtant, ce qui nous paraît parfois négatif, ça a des impacts positifs pour nos jeunes. D'essayer de comprendre c'est quoi ces impacts-là positifs, parce que s'il n'y avait pas d'impact positif, nos jeunes ne feraient pas ça. Alors donc, ça a nécessairement des impacts positifs pour eux. De s'intéresser à faire ça, ça nous aide à mieux trouver nos visions, nos manières. Et ce qu'on a besoin, c'est d'outiller des citoyens qui vont être capables ensemble de trouver des avenues qui vont favoriser le mieux vivre ensemble, qui tiennent compte, c'est-à-dire d'un ensemble de points de vue. Donc, c'est ce qu'on propose de faire à travers ces éléments-là. Je vous propose différentes actions, différentes choses qu'on peut faire. Et ça, là, c'est vrai pour n'importe quel enseignant, à n'importe quel niveau. Tout ce que je vous montre là, ce sont des actions, des pistes d'action à faire avec vos élèves. Peut-être qu'il y a des choses qui ne s'actualiseraient pas pour vous en formation professionnelle, mais je suis sûr que vous êtes capable de reconnaître des choses que vous faites déjà avec vos jeunes dans ce que vous voyez là. Okay? Ce sont des choses qui développent soit des capacités cognitives ou qui favorisent, pas l'adoption, mais qui vont favoriser des aptitudes socio-affectives, donc favoriser des aptitudes qui rejoignent les valeurs communes que l'on a hein, comme société, qui se retrouvent dans nos chartes, qui se retrouvent dans nos... Donc, comment on fait pour développer l'empathie, par exemple, chez nos jeunes? En les exposant à des réalités différentes à travers le monde, en les faisant s'intéresser à ce que vivent les gens ailleurs ou ici, proche de chez nous. Donc, ce sont des genres d'actions qu'on peut faire. Plus concrètement aussi, on est en train de développer à l'échelle du Québec toutes sortes de ressources qu'on va être capable de mobiliser. Et moi, dans le cadre de mon mandat, je suis mandaté pour les 5 prochaines années pour développer des ressources en réseau avec les gens qui vont favoriser le développement d'une citoyenneté, donc à l'ère du numérique, dans le modèle d'autonomisation éthique, pour faire en sorte que ça s'intègre aux apprentissages que nos jeunes font déjà à l'école. L'idée, ce n'est pas d'ajouter un nouveau programme, une nouvelle affaire, mais de trouver des choses qu'on peut faire à l'intérieur de ce qu'on fait déjà, et peut-être juste en le faisant légèrement différemment ou en intégrant tel élément dans ça. Donc, pas d'ajouter, mais de peut-être raffiner ce que l'on fait déjà. Okay? Et donc, par exemple, à la Commission scolaire de Laval, ils ont produit plusieurs courtes capsules vidéo qui travaillent sur différents concepts et qui amènent les élèves à faire des réflexions éthiques
à partir de vidéos qu'on peut voir. Par exemple, ici, on a des élèves qui, je vais vous la faire jouer, cette courte vidéo. Ici, on a des élèves qui, donc, c'est une fiction, OK? Alors, ils ont produit plusieurs courtes vidéos comme celle-ci, comme celle qu'on vient de voir, qui sont des amorces qui aident à favoriser la réflexion éthique, par exemple, cette fois-ci, sur l'impact des algorithmes dans nos vies. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, ça crée des bulles de filtre, ce qu'on appelle des bulles de filtre, où je finis par être coupé du monde, je suis juste en lien avec des gens qui pensent comme moi, qui font comme moi, parce que les algorithmes favorisent ça. OK? Donc, leur permettre de prendre conscience de ça, puis de voir comment on peut se donner du pouvoir d'action par rapport à ça collectivement. Donc, ce sont des exemples de ressources qu'on est en train de développer. Ça pourrait ressembler à ça. Donc, si je poursuis, bien, par exemple, je vous donne l'exemple de IFTTT. Par exemple, ça, vous êtes capable, ou avec Flow, de vous montrer à vos élèves, peut-être qu'en formation professionnelle, il y a des recettes qu'eux autres pourraient apprendre à faire qui les rendraient plus efficaces dans leur travail. Et donc, en reliant ensemble mon horaire, mon agenda, mais ci, mais ça, et donc faire en sorte d'automatiser des tâches qui fait que je gagnerai en efficacité, je gagnerai en autonomie, puis je prendrai du contrôle sur les éléments qui sont autour de moi. Donc, c'est un exemple, celui-là. Peut-être aussi que vous pourriez, en équipe école, mener des réflexions éthiques sur les règles d'utilisation du numérique dans votre école. Parce que la réflexion éthique, c'est bon pour les jeunes, mais c'est aussi bon pour nous comme adultes. De se demander collectivement qu'est-ce qu'on souhaite faire pour faire en sorte d'outiller nos jeunes à l'ère du numérique, les former. Peut-être même d'impliquer nos élèves dans ces processus de réflexion sur quel genre de règles d'utilisation du numérique on veut à l'école. Pour les responsabiliser, pour pas que ça devienne juste nos règles d'adultes, mais que ce soit les règles aussi de nos utilisateurs. Vous, c'est en plus, c'est souvent de jeunes adultes qui sont avec vous, donc, ou de moins jeunes adultes, donc qui ont peut-être à gagner de contribuer à cette réflexion-là. J'ai, dans le cadre du travail qui m'a été confié l'année passée, de janvier à juin, rédigé un rapport qui dresse le portrait de la situation sur la citoyenneté à l'ère du numérique au Québec et avec des recommandations, dont ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, de développer des ressources. Donc, on est à l'an 1. Normalement, je devrais faire ça pendant au moins les 5 prochaines années. Et donc, développer des ressources qui vont aider à tous les niveaux. Donc, si jamais vous êtes intéressé à collaborer avec moi là-dessus, bien, faites-moi signe, ça me fera plaisir de le faire. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre participation. Vous avez été très actifs, c'est super. Je vais vous libérer aussi. Là. On sait que la route on a peut-être de la route à faire, tout le monde, avec la température aujourd'hui. On en a un peu beaucoup de temps. S'il y en a qui ont des questions, je ne sais pas quelle heure il est rendu. Est-ce qu'il nous reste un peu? Il nous reste 5 minutes. S'il y en a qui ont des questions, des interventions, c'est encore le temps, ou des gens en ligne qui auraient des questions à nous poser, vous pouvez les formuler maintenant. Je ne sais pas. J'accueille ce que vous avez à me dire. Très intéressant, merci. Oui. OK. Je sais pas universel. Il y a beaucoup de commissions scolaires qui utilisent beaucoup Office 365, OK, parce qu'entre autres les outils de la GRIX. Mais du coup, en formation professionnelle, je suis moins au courant. Mais disons que au plan pédagogique, je peux vous dire que les outils de Google sont plus facilitants, la suite Google, mais les outils de Microsoft sont plus intégrés aux plateformes de gestion des données des élèves, tout ça, ce qui fait que les commissions scolaires vont parfois valoriser. Mais les deux coexistent. Et les deux, à mon avis, peuvent coexister. Même à la limite, je trouve que c'est souhaitable de faire coexister plusieurs plateformes en temps réel. Parce que la réalité du numérique chez nos jeunes, c'est de leur apprendre à développer des compétences qui vont être interopérables. Donc, je vais être capable d'utiliser
cette même fonction-là dans un outil de Google, dans un outil d'Apple, dans un outil de Facebook, dans un outil XYZ et autres, même sortir de ces outils plus traditionnels ou plus populaires, disons, et aller vers toutes sortes d'outils. Je pense que c'est de même qu'on va développer aussi leur littératie aussi, à travers la littératie du numérique, des outils du numérique. Oui. Oui. Mm-hmm. Donc, ah oui, d'accord. Donc, trouver des outils qui sont plus universels ou qui sont libres, ça facilite les interconnexions avec d'autres professionnels qui travaillent comme nous à travers le monde. Si je résume ce que vous venez de nous dire. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions, d'autres commentaires? Non? Bien, je vous libère alors. Merci beaucoup aux gens qui étaient en ligne. Au plaisir de vous revoir en vrai, peut-être une prochaine fois. Merci. Au revoir. Bon retour.